Bonsoir, bienvenue. Voilà, nous sommes heureux de recevoir M. Portier pour nous renseigner, pour nous enseigner, pour nous faire réfléchir sur la laïcité. Je laisse la parole à mes collègues. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Tout d'abord, bonne année 2023. Et nous espérons que nous pourrons toujours nous retrouver pour apprendre, connaître l'autre, les autres cultures dans le cadre Cordoba de Saint-Mandé. C'est notre souhait à nous. Nous remercions aussi ici la mairie pour l'aide qu'elle nous apporte dans le cadre laïque et républicain. Nous avons l'honneur ce soir d'avoir une personnalité importante du milieu universitaire. Et en énumérant ses titres et fonctions, nous voyons qu'il incarne parfaitement l'esprit de Cordoba, qui traite de l'histoire, de la tradition des religions et de leurs liens avec nos sociétés contemporaines. Monsieur Portier est agrégé de Sciences Po Paris, où il est professeur. Il est directeur d'études à l'École pratique des hautes études en sciences sociales. Il est titulaire de la chaire Histoire et Sociologie des laïcités. En présentant un universitaire sur un sujet précis dont il a la référence, nous pensons qu'il est simple pour lui de traiter la question demandée. Mais je peux vous dire que c'est un exercice difficile de résumer en 1 heure un sujet qu'il traite sur plusieurs cycles annuels. Mais son esprit de synthèse, la clarté de ses propos sont les qualités propres à M. Portier pour résoudre cette question. Donc ce soir, M. Portier va nous présenter la laïcité dans la France contemporaine, la spécificité du modèle français par rapport aux autres pays où elle existe sous d'autres formes. C'est notre première question. Je passe la parole à M. Portier et après viendront les 2 autres questions sur d'autres thèmes. Je remercie aussi beaucoup l'association Cordoba qui fait un travail, je trouve, magnifique. Alors, il se trouve que par une des fonctions qu'évoquait à l'instant Michel Haïm, je suis également engagé dans un chantier interreligieux, de dialogue entre les religions, en tout cas, à travers Sciences Po, qui a créé, peut-être le savez-vous, un diplôme qui s'appelle Emouna, la confiance. La confiance entre les individus, la confiance entre les religions en particulier. Et tous les ans, dans le cadre de ce diplôme, nous recevons 40 étudiants et qui, pendant toute une année très intensive, suivent des cours permettant à chacun d'entre eux de connaître la religion de l'autre. Alors tout cela prend une allure très universitaire, mais accueille également des théologiens venus des différents horizons religieux de notre pays. Alors, ce n'est pas pour cela que je suis venu ce soir. Je vais essayer d'évoquer avec vous les questions de laïcité, un thème incandescent qui, comme vous le savez, aujourd'hui est souvent au cœur du débat politique. Il l'est en fait depuis les années 1990. Vous savez que très souvent, on effectue en sciences sociales des études lexicométriques. On essaye de mesurer l'usage des mots dans les discours, dans les textes politiques, dans les ouvrages aussi. Et l'on s'aperçoit quand on fait ce travail de comptage des mots que le mot laïcité trouve une véritable audience en France à partir des années 1990. Il y avait eu, au début du XXe siècle, dans les années 1900-1905, un premier flux, un pic. Mais un pic qui n'a rien à voir avec celui que nous connaissons aujourd'hui. On parlait de laïcité, il fallait bien que nous élaborions la loi qui, en partie, nous régit aujourd'hui, la loi du 9 décembre 1905, et cela, je vais vous en parler tout à l'heure, avait suscité alors tout un débat très conflictuel qui, au bout du compte, s'est traduit par une paix politico-religieuse, mais un débat qui contenait en son centre une référence au concept de laïcité. Pendant 50, 60, 70 ans, le concept a disparu. Même du temps des fameuses querelles scolaires, loi Debré, 1959, la réforme avortée de M. Savary, 1982-1984, la réforme également avortée de François Bayrou, 1990. Au cours de cette période-là, le concept de laïcité n'est guère utilisé. Et puis, 95, 96, 97, là, le concept, la notion, la valeur, dirait-on aujourd'hui, est véritablement au cœur du débat public. Alors je tâcherai
tout à l'heure de revenir sur ce point, mais de manière très, très générale, je crois que c'était nécessaire de passer par là. Michel Haïm m'a demandé de vous dire quelques mots de la singularité du modèle français. Alors, je vais vous décevoir dans un premier temps. Il n'y a pas, à première vue, de singularité du modèle français. Il y a quelques aspérités, mais sur le fondement d'un ethos, d'un droit, d'un modèle, finalement très partagé par les autres sociétés occidentales. Alors essayons de comprendre, pour fonder ce que je viens de vous dire, la genèse de la laïcité. La laïcité n'aurait pas existé sans un bouleversement, sans un basculement de civilisation, quelque part autour des XVIIe et XVIIIe siècles. À ce moment-là, on change de monde. On change de monde, on entre dans une nouvelle civilisation qui est la civilisation de la modernité. Civilisation de la modernité qui vaut pour ce qui concerne la France, qui vaut aussi pour les autres pays. Et je dirais que la France, en la matière, est souvent d'ailleurs à la remorque des Pays-Bas, à la remorque de l'Angleterre. Elle sera bientôt aussi, sur certains points, à la remorque du Mexique et de l'Amérique. Mexique. J'en dirai peut-être quelques mots tout à l'heure. En tout cas, un basculement s'opère au XVIIe, XVIIIe siècle. Nous ne pensons plus alors l'homme de la même manière. Jusqu'alors, l'homme était pensé comme une créature en situation de dépendance vis-à-vis de l'être qu'il avait porté à l'existence, en situation de dépendance vis-à-vis de Dieu. Tout ce qui le portait dans son existence, c'était d'abord la notion de devoir. Il avait des devoirs envers celui qu'il avait créé, envers l'ordre que Dieu avait porté à l'existence. Les devoirs, plus que les droits. Et puis voici que la modernité advient. La modernité advient et place désormais l'homme au centre même de l'univers. Peut-être avez-vous présent à l'esprit le fameux traité de la dignité humaine de Pic de la Mirandole, c'est un auteur italien du XVIe siècle, traité de la dignité humaine dans laquelle il fait parler Dieu. Et Dieu s'adresse à sa créature, s'adresse à l'homme et lui dit « Je t'ai placé, toi, homme, au centre de l'univers, afin que tu crées ta propre maison comme un sculpteur ou un peintre. » Nous sommes là, de manière tout à fait typique, dans la construction d'un univers anthropocentrique, fondé maintenant sur la centralité du sujet, avec une conséquence immédiate. Hier, l'homme était un être de devoir, le voici qui devient un être de droit. Un être de droit qui va voir ses facultés premières être reconnues par toute une série de textes constitutionnels. Je pense en particulier à la déclaration d'indépendance des États-Unis, je pense ensuite aux amendements de la Constitution américaine, premier de 1790-1791, je pense évidemment aussi, pour ce qui nous concerne, nous, mais avec une dimension universelle, à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nous nous définissons par des droits, c'est-à-dire par des facultés qui nous permettent, grâce à la liberté de conscience, grâce à la liberté d'opinion, grâce au droit de propriété, grâce au droit de se déplacer, grâce au droit de participer à la constitution de l'autorité politique, nous sommes désormais dans la possibilité de construire par nous-mêmes, grâce à ces droits, grâce à ces facultés premières, l'univers que désormais, loin de Dieu, nous détenons en propre. Nouvelle conception du sujet que partagent, vous le voyez, tous ceux qui entrent dans le monde de la modernité, mais aussi nouvelle conception du pouvoir. Le pouvoir était hier institué par Dieu même. Vous vous souvenez du roi de France, mais je pourrais dire la même chose pendant longtemps des autres monarques européens.
le roi de France s'est considéré très honnêtement comme loin de Dieu, celui qui avait reçu l'onction divine et qui, sur cette terre, était en quelque sorte soutenu par son Église, le médiateur entre le ciel et la terre. Institué par Dieu, il avait mission sur cette terre de conduire ses propres sujets sur le chemin de la perfection morale, dans le respect de leurs devoirs et dans l'attente du royaume éternel. Alors il faut lire là-dessus le témoignage, testament de Louis XVI. Nous sommes en décembre 1792. Il va mourir. Il sait qu'il va mourir. Et il écrit un testament dans la nuit du 24 au 25 décembre 1792. Il sera exécuté, vous le savez, le 21 janvier suivant. Et alors, ce texte est tout à fait extraordinaire. Il y a chez lui quelque chose de profondément moderne. C'est la première partie de son discours. Quelque chose de profondément moderne, Louis XVI est celui qui aime ses enfants et sa femme. Et il se présente comme tel. Comme au fond, un citoyen qui nous ressemble. Un homme qui est totalement porté par la dimension de l'amour filial, familial, sponsal. Suivant une logique dont des historiens comme Philippe Ariès ou Edward Shorter voient l'émergence précisément au XVIIIe siècle. Nous n'avions pas, avant cela, cette affection pour l'amour filial. Les liens étaient bien plus distendus entre les êtres. Louis XVI participe au fond d'un mouvement ordinaire de la société. Mais dans ce testament, il y a une deuxième partie. Et dans cette deuxième partie, il nous parle de lui en tant qu'homme d'État. Et là, le ton change. Nous sommes dans la civilisation médiévale. Louis XVI se présente comme celui qui est le représentant de Dieu sur la terre et qui, comme il le dit lui-même, a toujours œuvré dans le sens de ce qu'exigeait la Sainte Église romaine et catholique. Conduisant précisément, il le dit aussi dans son testament, ses sujets sur le chemin du salut. Voilà une conception tout à fait typique de la période d'avant la modernité. Vous vous rendez compte qu'avec la modernité, nous changeons notre conception du pouvoir. Désormais, comme le dit d'ailleurs la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il n'est pas d'autorité qui ne procède de la nation. Et une fois que cette autorité est établie, son rôle n'est pas de nous conduire sur le chemin de la perfection morale. Son rôle n'est pas de nous désigner la route de notre propre salut personnel. Le but de l'État, c'est tout simplement d'assurer l'ordre, d'assurer la paix, sur le fondement desquels nous pourrons user de nos propres droits subjectifs et donc construire à notre gré, le séjour humain que nous désirons. Sur le terrain qui est le nôtre, le champ du religieux, certains d'entre nous, alors, au nom de la liberté de conscience, au nom de la liberté d'expression que leur reconnaît la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, certains vont opter pour le catholicisme, d'autres vont choisir le protestantisme, d'autres rester fidèles au judaïsme. Et puis, de plus en plus nettement, certains vont opter pour l'agnosticisme et demain, mais les choses se repèrent déjà au XVIIIe siècle, pour un humanisme athée. La société s'émiette, elle perd son unité de foi. Le monde a basculé. Nous étions hier, les uns et les autres, réunis autour d'une même conception de la vie, tout entière orientée autour de la figure divine. Nous voici désormais à nous-mêmes nos propres maîtres. Nos propres maîtres, y compris sur le terrain du religieux. Alors une question se pose.
que se posent tous les pays occidentaux, et pas simplement la France. Comment faire vivre ensemble des catholiques, des juifs, des protestants, des agnostiques, des athées? Ils sont si différents dans leur rapport à Dieu, et donc probablement si différents dans leur conception du sujet, dans leur conception du politique, dans leur conception de l'altérité, dans leur conception de la nation. Comment les réunir? Et c'est alors que naît, tandis que la solution de l'unité de foi n'est plus possible, un peu partout, dans le monde occidental, la solution laïque. Une solution laïque dont on voit déjà les prémices dans les œuvres d'un certain nombre de philosophes anglais comme Thomas Hobbes, John Locke, au XVIIe siècle. Une solution laïque qui va ensuite se développer tout au long de la philosophie des Lumières au XVIIIe siècle et trouver une forme particulière au XIXe siècle dont je vais vous parler tout à l'heure. Solution laïque qui vaut pour tous les pays occidentaux et qui peut s'analyser de la manière suivante. La laïcité, c'est un système, un régime juridique qui désigne des fins et qui s'appuie sur des moyens. Les fins sont les suivantes. Pour tous les pays occidentaux, il faut désormais que les hommes vivent en appui sur la liberté de conscience. Jamais d'injonction venue de l'État pour les forcer à bien croire. À chacun de choisir son chemin. Il y a des agnostiques, il y a des catholiques, après tout. Ils peuvent faire d'excellents Français ou d'excellents Allemands. Nous respecterons leurs propres options métaphysiques. Premier élément, donc, dans un régime de laïcité, on place au cœur même de l'existence individuelle et collective l'obligation de respecter la liberté de conscience avec des effets sociaux. La liberté de conscience, ce n'est pas simplement le fait de s'enfermer dans son propre fort, c'est aussi la possibilité d'exprimer publiquement la foi à laquelle on est attaché. Tous les pays occidentaux, à un moment ou à un autre de leur histoire, vont adhérer à ce premier principe-là. Et puis il est une seconde fin, une seconde finalité liée au principe ou au régime de laïcité. C'est l'idée de l'égalité. Il y a parmi nous des agnostiques, il y a des catholiques, des juifs, protestants. Eh bien, tous ces gens-là, qui partagent la même citoyenneté, doivent être traités de manière équivalente par le pouvoir, par les pouvoirs. Il y a eu longtemps, aux États-Unis, ce qu'on appelait un religious test, le fait que, avant d'entrer dans les fonctions publiques, dans une charge administrative, il fallait, dans les États fédérés, attester de son appartenance à une religion particulière. Cela pouvait être la religion épiscopalienne dans tel État, la religion presbytérienne dans tel autre État. Et on avait eu le même religious test en Angleterre. Ne pouvaient accéder à la fonction publique que les anglicans. Eh bien, au nom d'une laïcité partagée, ce religious test va être bientôt balayé aux alentours du XIXe siècle pour l'Angleterre, un peu plus tôt pour les États-Unis, au niveau fédéral. Au niveau fédéré, il faudra tout de même attendre les années 1860 pour que tous les États le suppriment, mais l'idée est là, le processus est engagé. La laïcité affirme la liberté de conscience, dans le même temps, affirme l'égalité de tous devant le droit. Voilà les finalités que tous les pays occidentaux vont accepter, qu'ils vont faire leur pour faire vivre ensemble ces gens que nous sommes, à la fois égaux et différents. Mais pour qu'advienne ce type de régime, que le philosophe Balibar appelait
le régime de l'égalité, liberté, il faut des instruments. Et ces instruments, ces moyens, les peuples d'Occident vont également les inventer. Ils vont insister en particulier sur la neutralité de l'État, dont on parle tellement pour ce qui concerne la France, et dont je vais vous parler tout à l'heure. Et puis ils vont insister, à côté de la neutralité de l'État, cet État qui doit se tenir à distance de tous les systèmes de croyance, quels qu'ils soient. Un État ne peut pas se dire agnostique ou athée, il ne peut pas non plus se dire, en régime de laïcité, catholique ou protestant. Il n'est rien. Il est un lieu vide, mais parce qu'il est un lieu vide, il accueille en son sein toutes les diversités. Et puis il y a un autre instrument nécessaire, un autre moyen indispensable pour qu'advienne l'égalité et la liberté que je vous disais à l'instant. À côté de la neutralité de l'État, il faut aussi une séparation du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel, une séparation du politique et du religieux. Le religieux ne doit pas chercher à subjuguer, à se subordonner le pouvoir politique, et le pouvoir politique ne doit pas entrer dans les déterminations de la sphère religieuse. À chacun son domaine, comme le disait Victor Hugo en 1850, l'État chez lui, l'Église chez elle. Et vous voyez qu'à travers ce système-là, égalité, liberté du point de vue des fins, séparation du politique et du religieux, et puis, d'autre part, neutralité de l'État, se dessine un cadre commun à l'ensemble des pays occidentaux. Nous sommes au fond les citoyens d'un même monde, venus de la modernité, nous l'avons accommodé à peu près de la même manière. Je dis à peu près de la même manière car chaque pays a cependant ses modalités de mise en œuvre des grands principes que je viens de vous signaler. Modalité de mise en œuvre des grands principes que je vous ai signalés, je retrouve là la question à l'instant évoquée par Michel Haïm. Y a-t-il une singularité française? Oui, il y a une singularité française sur le fondement d'un régime juridique partagé par tous. Alors, pour répondre à cette question de la singularité du régime français, il faut peut-être très rapidement faire un petit tour d'horizon du XIXe siècle, hexagonal. Nous sortons de la Révolution et Napoléon Bonaparte, comme il le dit lui-même dans un de ses discours, dans l'une de ses constitutions aussi, en 1799, il faut désormais terminer la Révolution. Terminer la Révolution, c'est réconcilier les Frances. Il y a eu, en France, au moment de la décennie révolutionnaire, deux Frances qui s'affrontaient. La France qui avait accepté la constitution civile du clergé, la France de la Révolution, qui accédait aux idées que je disais à l'instant de souveraineté du peuple, de souveraineté de la nation et de liberté de conscience, et puis une autre France. Une France qui commence très sérieusement à regarder vers Rome, ultramontes, au-delà des monts, au-delà des Alpes, et qui trouve dans le pape déjà un pôle de référence, un pôle de sens et de valeur, et qui estime précisément que le monde ne peut pas se construire sur la seule souveraineté de l'homme, et qu'il faut faire retour à la souveraineté de Dieu, elle-même médiatisée par la parole de l'Église. Conflit des deux Frances que nous allons traîner tout au long du XIXe et encore au cours de toute une partie du XXe siècle. La France républicaine, révolutionnaire, et puis la France catholique, qui se construit contre la modernité. Précisément, Napoléon Bonaparte repère cette fracture au cœur même de notre coexistence nationale et décide en 1799, 1800, 1801 de réconcilier ces deux Frances.
C'est là qu'après les troubles révolutionnaires, Napoléon Bonaparte, en accord avec le pape Pie VII, invente un système de régulation du croire, un système de réorganisation publique des croyances. Et ce système, il prend le nom, pour Napoléon, de convention, pour le pape Pie VII, de concordat. Un concordat qui est signé à l'été 1801 et qui entrera en application en 1802, avec, cependant, de la part de Napoléon Bonaparte, un ajout que jamais les catholiques n'accepteront, l'ajout d'un texte supplémentaire qu'on appelle les articles organiques, qui ne sont rien d'autre que des articles de police visant à mieux surveiller les cultes, et en particulier le culte catholique. De sorte que, en 1801-1802, se met en place un régime des cultes marqué par un double principe. Un double principe qui va nous accompagner jusque dans les années 1880-1900, jusqu'à la Troisième République. Ce double principe, c'est d'un côté le principe de protection. Principe de protection, Napoléon Bonaparte, dont on se demande si au fond il n'était pas athée, considère que la religion est une substance nécessaire dans une nation, le support indispensable de la morale sociale. Et il estime qu'il est de l'ordre de l'État que de s'associer à la religion dans sa pluralité, avec cependant quelques privilèges accordés à l'Église catholique. C'est le propre de la réconciliation concordataire que Napoléon pense, avec cette idée qu'exprime très bien son conseiller juridique, le conseiller Portalis, qui deviendra bientôt ministre de la Justice. Il prend la parole devant le Conseil d'État en avril 1802 et il a cette expression: le gendarme arrête la main du voleur, la religion transforme son cœur. Nous avons, à partir de cette simple phrase, l'expression même de ce qui va être l'idéologie dominante du XIXe siècle. Cette idée, précisément, qu'il n'est pas de morale sociale et donc d'ordre public, cette obsession de Napoléon Bonaparte, sans le secours de la religion, de ses prêtres, de ses préfets violets, qui sont là aussi pour assurer l'ordre, la paix dans la société révolutionnée. Protéger les cultes, et en particulier protéger le catholicisme, mais d'autres cultes sont concernés, le protestantisme luthérien, le protestantisme réformé, bientôt le judaïsme, malgré l'antisémitisme profond de Napoléon Bonaparte, ces cultes-là sont là, inscrits dans l'État, et qui servent à produire la discipline commune. Ils s'inscrivent dans une sorte d'ordre gendarmique par lequel, précisément après les troubles révolutionnaires, doit revenir la paix. La paix et la morale, avec cet appui de l'État qui se manifeste d'abord sur le terrain financier, les prêtres, les pasteurs seront payés, et les évêques en particulier très bien payés. Ils sont payés à hauteur, globalement, de ce que gagne un préfet de l'époque, c'est-à-dire 20 fois plus que tous les mois que le petit ouvrier, 20 fois plus. Nous sommes là dans un modèle qui est un modèle qui donne beaucoup à l'Église, sur le terrain financier, mais aussi sur le terrain symbolique. Il y a un texte important de 1808 qui porte au règlement de l'université impériale. L'université impériale, c'est l'enseignement secondaire. Et le premier article de ce décret impérial précise que la doctrine catholique
sera la doctrine obligatoire de l'université à l'instant créée. Doctrine obligatoire de l'université impériale, cette idée, encore une fois, qu'on ne peut penser l'ordre politique indépendamment du soutien que peut lui apporter l'ensemble des cultes et au sein de cet ensemble, plus particulièrement, le catholicisme. Pas de morale sans religion. Tout cela va accompagner le XIXe siècle. Protection. S'agit-il pour autant d'un retour à la libertas ecclesiae, à la liberté de l'Église, voulue par les théologiens du Moyen-Âge? Pas du tout. Il se trouve que l'ordre napoléonien, qui va se prolonger tout au long des décennies suivantes, est un ordre qui met l'Église très souvent sous surveillance. Les articles organiques de 1802, dont je vous parlais tout à l'heure, sont des articles qui soumettent le protestantisme, qui soumettent l'Église catholique, et avec plus de force encore en 1808, le judaïsme à toute une série de disciplines, à toute une série de surveillances. Je voudrais vous donner un seul exemple. Imaginez que le pape produise une encyclique, on disait des bulles à l'époque. Imaginez que le pape produise une encyclique aujourd'hui. Le pape François s'adresse à Éric de Moulin-Beaufort, président de la conférence des évêques de France, et lui dit écoutez, je voudrais que vous publiiez, que vous commentiez, que vous diffusiez le texte que de Rome je viens de vous adresser. Il n'y a entre le pape et Éric de Moulin-Beaufort aucun médiateur. À l'époque, s'impose une règle qui d'ailleurs vient de l'Ancien Régime, qui s'appelle la règle de l'exéquatur. Il n'est pas de texte romain, il n'est pas de texte venu du pape qui ne puisse être diffusé en France sans l'autorisation du gouvernement. Je voudrais vous donner un deuxième exemple. Je voulais vous en donner un seul, mais je pense à l'instant à un deuxième exemple qui peut-être vous intéressera. Imaginez que l'archevêque de Paris veuille aller visiter l'archevêque de Sens. Aujourd'hui, il prend le train ou la voiture sans aucune difficulté. À l'époque, il fallait une autorisation du gouvernement. Vous voyez que nous sommes dans un monde qui est un monde qui à la fois accorde beaucoup aux religieux, mais dans le même mouvement, le soumet à des règles venues de l'État. Un État qui se veut souverain et qui n'entend pas se soumettre, comme Louis XVI dont je vous parlais tout à l'heure, à la loi de Dieu et encore moins à la loi de son Église. Cette époque-là, elle va durer jusque dans les années 1880, où nous entrons dans un deuxième monde qui va me permettre de répondre enfin à la question que m'a posée tout à l'heure Michel Haïm. Y a-t-il une singularité française? Alors, 1880, pourquoi? Nous changeons de république depuis 1875. Mais en 1880, ce n'est pas seulement un changement de république, c'est un changement d'équipe gouvernementale depuis 1879. Et c'est là que nous voyons apparaître, en lieu et place du maréchal de MacMahon, en lieu et place du duc de Broglie, nous voyons apparaître des roturiers, des républicains. Il y a Gambetta, il y a Jules Ferry, il y a Paul Bert, il y a Clémenceau. Vous voyez cette République des Jules qui fait référence davantage à la République romaine à travers leur prénom même, les Jules, plus qu'à l'Ancien Régime. Un monde bascule. Et ce monde va basculer en se donnant pour mission de séparer ce qui, hier encore, était associé, l'Église et l'État. Comment, disent les républicains, comment peut-on supporter, en période de modernité avancée, que l'État puisse encore être associé
avec les cultes. Cela pose un problème aux républicains pour deux raisons. La première raison, et on retrouve ici les principes que j'évoquais à propos de la laïcité, la première raison, c'est le principe d'égalité qui leur semble être atteint par cette alliance toute de protection, mais aussi de surveillance, mais toute de protection de la part de l'État sur les églises. Leur pose problème l'égalité. Que deviennent dans ce monde où 4 cultes sont reconnus, protestants, luthériens, réformés, juifs et catholiques, que deviennent les autres dont je vous ai parlé tout à l'heure? Que faire des agnostiques? Que faire des adeptes de la religion naturelle? Que faire des baptistes, des évangéliques, ce courant qui émerge, qui s'affirme au XIXe siècle? Que faire des agnostiques? Que faire des athées qui deviennent de plus en plus nombreux? Sont-ce des citoyens de seconde zone? Et les républicains répondent en chœur, non. Il faut qu'eux aussi, au nom de l'égalité, soient reconnus au même titre que les catholiques, les juifs et les protestants. La séparation devient, disent-ils, une exigence du principe d'égalité. Et puis, il y a un autre élément qui intervient et qui touche précisément le principe de liberté. Quand Napoléon Bonaparte s'est associé à l'Église et a réconcilié temporairement les deux Frances, il avait une espérance. Cette espérance, c'était que l'Église devienne au fond un autre protestantisme. Que l'Église catholique, qui représente à l'époque 97% des Français. Le dernier sondage, ce n'était pas un sondage, c'était un recensement, date de 1872. 98% des Français se disent catholiques en 1872. C'est la religion massive. Et Napoléon Bonaparte estimait possible, souhaitable sûrement, possible, qu'un jour, cette Église, qui était liée par tellement d'attaches à l'ordre prémoderne, à la civilisation théocratique ou théocentrique, que cette Église, un jour, accepterait les Lumières, accepterait la liberté de conscience, céderait devant l'égalité des droits et l'abolition des ordres hiérarchiques. Or, c'est tout le contraire qui est advenu. Le XIXe siècle est un moment de durcissement de l'Église qui affirme encore et toujours son intransigeance. Intransigeance, c'est-à-dire son refus de transiger avec l'ordre issu de la Révolution. Il y a des textes continus depuis les années 1810 jusqu'aux années 1905, peut-être aura-t-on l'occasion d'en parler tout à l'heure, où se trouve dénoncée la civilisation des Lumières, la civilisation du XVIIIe siècle, la civilisation anthropocentrée. Un texte reste dans la mémoire des républicains, ils l'évoquent constamment dans leur propre texte. Ce texte, c'est le Syllabus Errorum de 1864. Syllabus Errorum de 1864, le résumé des erreurs de notre temps, qui comporte 80 propositions que le pape condamne. Le pape de l'époque s'appelle Pie IX et il clôt ce texte de 80 propositions par cette ultime formule: jamais le pontife romain ne pourra se réconcilier avec le progrès, avec la liberté, avec la civilisation nouvelle. Et les républicains, enregistrant ce refus-là, décident précisément de rompre. L'alliance concordataire posait problème
au principe d'égalité, elle pose problème davantage encore, probablement, au principe de liberté. Comment maintenir un lien avec cette Église qui, de toutes parts, refuse les principes de la civilisation de la liberté? Les choses vont alors se mettre en place progressivement, séparation de l'école et de l'Église, séparation en 1905 de l'Église et de l'État. Et c'est là-dessus que je vais répondre très rapidement à la question de Michel Haïm, très rapidement en vous disant que ce qui caractérise le texte de 1905, et sans doute faut-il que nous insistions sur ce point, car nous allons voir que l'époque actuelle transforme, reconfigure les principes de 1905. Ce qui caractérise le texte de 1905, c'est d'abord la liberté. La liberté qui apparaît dès l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905. La République assure la liberté de conscience. Ce sont les premiers mots de cette loi de 1905. Et dans son exégèse, l'auteur principal de cette loi, Aristide Briand, dira « Dès que la loi de 1905 laissera apparaître des obscurités, il faudra toujours l'interpréter à partir du primat de la règle de la liberté de conscience. » Vous voyez que vous avez là, en 1905, sur fond de guerre des deux Frances, on va sans doute en parler tout à l'heure, une voie qui est une voie de la réconciliation. En estimant que tout doit être organisé en France à partir de la liberté de conscience qui vaut pour les incroyants, pour les agnostiques, pour les membres des cultes minoritaires, mais qui vaut aussi pour les catholiques auxquels la loi de 1905, malgré leur opposition à la nouvelle législation, accordera le droit de s'organiser, à leur gré, le droit de communiquer comme bon leur semble, sans passer par les règles baroques d'hier, la règle de l'exéquatur par exemple, qui faisait obligation au pape d'être autorisé lorsqu'il voulait adresser aux évêques ses propres textes. Liberté d'organisation, liberté de communication, des règles de surveillance qui désormais sont réduites à leur strict minimum, une loi libérale dont l'Église dira quelques années plus tard « Décidément, cette loi de 1905 nous a libérés des lourdes chaînes léguées par Napoléon Bonaparte. » Si je m'arrêtais là, je dirais qu'il n'y a pas de singularité française. Après tout, ce que je viens de dire, c'est un modèle qu'on pourrait trouver aux États-Unis, où il y a aussi une liberté de conscience, où il y a aussi une liberté d'organisation, une liberté de communication, des cultes. Mais il y a pourtant une singularité française qui nous vaut régulièrement d'être pointée dans les instances internationales par les défenseurs de la liberté de religion. Alors pourquoi ? Deux éléments qui mettent en évidence notre singularité. Le premier élément, c'est notre laïcité discursive, notre laïcité narrative, la façon dont nous parlons de la laïcité et du religieux. Si nous étions américains, nous considérerions comme étant tout à fait normal que chacun puisse, y compris dans l'arène publique, évoquer sa propre foi. Joe Biden n'a cessé de dire son appartenance au catholicisme. Nancy Pelosi également. Rappelez-vous George Walker Bush, rappelant qu'il était un born again. Et le président Obama, dans ses différents ouvrages, rappelant que
s'il gérait les États-Unis, c'était au nom de son espérance religieuse. Ce qui nous rend les Américains souvent totalement incompréhensibles. Ils sont à la fois comme nous de la même civilisation moderne et par certains aspects marqués par un récit tellement religieux. D'où vient cette singularité française? Elle vient du fait précisément que si le libéralisme a gagné du point de vue de la laïcité, nous avons enregistré depuis le XVIIIe siècle des Lumières françaises, l'idée que le religieux, avec son archaïsme, avec son fanatisme, avec son opposition au principe de liberté, ce religieux qu'on a identifié en France au catholicisme intransigeant, est au fond l'adversaire de la modernité. Cela est resté dans la mémoire commune, de sorte qu'il est bien rare, en tout cas jusqu'à ces dernières années, que le religieux fasse l'objet, dans l'espace public, d'un discours positif. Les choses ont changé tout de même depuis maintenant, j'en parlerai sans doute tout à l'heure, une trentaine d'années, mais il reste des courants qui vont dans ce sens et qui manifestent vis-à-vis du religieux une distance, parfois une hostilité qu'on ne voit pas ailleurs où le religieux a, plus souvent qu'en France, accompagné le développement de la modernité. Puis il y a un second élément de singularité que vous avez perçu pour ce qui concerne la France. Il y a la dimension du discours, mais il y a aussi la dimension du droit. Certains d'entre vous sont probablement allés aux États-Unis, allés en Angleterre. Vous voyez, par exemple, en Angleterre, des jeunes femmes qui sont pourtant policewomen et qui portent un voile. Sans que cela, alors qu'on a affaire à des fonctionnaires d'autorité, sans que cela choque le moins du monde les Britanniques, sans que cela même nous choque lorsque nous franchissons la frontière, puisque, après tout, ce voile, c'est un signe d'exotisme que nous, en France, nous n'avons pas. Et nous ne l'avons pas parce que nous avons développé en France une théorie juridique qui est la théorie des apparences. Des apparences. La neutralité de l'État, vous vous souvenez, ce principe qu'on a vu s'affirmer partout avec la modernité. La neutralité de l'État en France doit s'affirmer dans les apparences mêmes, de l'espace étatique. Nous sommes dans une salle municipale, pas de crucifix, pas de symbole religieux. Il nous semblerait même totalement baroque que le maire de Saint-Mandé, il serait d'ailleurs très vite rappelé à l'ordre par la juridiction administrative, le préfet d'abord, la juridiction administrative ensuite, nous trouverions très baroque qu'une salle de classe puisse recevoir un crucifix. En Italie, c'est monnaie courante. Dans les écoles grecques, l'icône de la Vierge est constamment dans les salles de classe. Et puis, les fonctionnaires peuvent-ils porter un voile, afficher même, non point seulement un signe ostensible, mais un signe discret, manifestant leur appartenance religieuse, une petite croix, une étoile de David. Est-ce que cela est possible en France? La réponse est non. Ce fonctionnaire serait immédiatement sanctionné. Cela est possible ailleurs. Et nous avons affaire ici à ce qui fait le propre de la laïcité française, la neutralisation absolue de l'espace étatique au nom précisément de cette théorie des apparences qui existe en France et qui n'existe pas ou peu dans les autres pays de la zone occidentale du monde. Ayant dit cela, vous recevez, je pense,
ce qui fait notre singularité. Nous ne parlons pas de la religion de la même manière, nous ne la traitons pas de la même manière dans l'espace étatique. Ayant dit cela, pendant longtemps, ne nous a pas empêchés d'être sur le terrain de la relation avec le religieux de véritables libéraux, au point même que Jean-Paul II, dans une lettre adressée au cardinal Jean-Pierre Ricard, le 11 février 2005, déclarait que la laïcité française était un régime qui était un régime tout à fait convenable parce qu'il respectait la liberté de religion. Voilà une réponse à la première question. Est-ce que vous n'êtes pas gêné par le fait que le mot laïcité n'ait aucune étymologie et qu'il ne figure pas dans la loi 1905 ? Alors, qu'il n'ait aucune étymologie, il y en a une tout de même. Le mot laïcité procède du grec laikos, qui signifie le peuple. Alors très souvent, je m'amuse en lisant les textes, par exemple, d'un Henri Pénard-Ruiz, que vous avez peut-être reçu, je ne sais pas, qui a écrit aussi des choses sur la laïcité, et il rapporte la laïcité précisément à laikos, laos aussi en grec, c'est-à-dire le peuple. Il y avait trois façons de désigner le peuple en grec. Le démos, par exemple, était l'une de ces façons d'approcher le peuple. Il y avait l'ethnos qui renvoyait à l'appartenance de sang à une cité, et puis le laos qui renvoyait plutôt à une dimension morale de l'appartenance citoyenne. Le démos renvoyant davantage à une appartenance de type politique. Appartenance politique, appartenance ethno-langagière, quel langage on parle, et puis avec laos, une dimension morale, le partage de valeurs communes. Alors, c'est dans ce sens que parfois on essaye de penser l'étymologie du mot laïcité. En fait, les choses sont bien plus progressives. Très souvent, le discours étymologique trahit la réalité historique qui s'empare des mots pour mieux les faire travailler au service d'une cause. Alors les choses se sont organisées, me semble-t-il, en deux temps. Vous avez eu tout d'abord, dans l'histoire du mot laïcité, une appropriation religieuse du mot laos, qui a permis à l'Église catholique de faire la distinction entre, d'un côté, les clercs, qui manipulaient immédiatement les biens de salut, à travers leur liturgie, à travers la production d'une parole autorisée sur Dieu, et puis le laos, le laïkos, qui précisément était en dehors du cercle des clercs et qui recevait la parole de ceux qui dirigeaient l'Église. Il y a donc une première division à l'intérieur même de l'Église entre ceux qui dirigent et ceux qui ne dirigent pas. Et puis, au début du XIXe siècle, on voit apparaître une évolution du concept de laïc. Le laïc sort de l'Église et il désigne désormais celui qui n'appartient plus à l'Église et qui construit son propre régime d'existence en dehors de la pensée catholique. C'est à partir de ce moment-là qu'apparaît le sens moderne de laïc, de laïcité, dont on voit les premières occurrences au début des années 1850 et de manière absolument attestée en 1871 dans un petit journal communard qui s'appelle La Patrie. Le mot laïcité, là, apparaît. Et le mot laïcité est sorti du vocabulaire religieux, s'est inscrit dans le monde séculier pour désigner ceux qui précisément se tiennent à distance de ce que l'Église peut enseigner.
De sorte que vous avez deux façons d'écrire le mot laïque. Peut-être l'ignorez-vous, on confond très souvent les deux façons de l'écrire. Si je dis laïque, L-A-I-C, je désigne celui qui reste dans l'Église, qui est le fidèle, associé au clerc, auquel, en principe, il obéit, ou en tout cas dont il reçoit la liturgie et la parole. Et puis le laïque, L-A-I-Q-U-E, c'est celui qui est sorti de l'Église et qui mène sa propre existence indépendamment des décrets de l'Église, à laquelle parfois il n'appartient plus. Donc vous voyez que c'est une étymologie qui existe, laos, le peuple, mais avec des déclinaisons différentes au cours de l'histoire, une évolution au fond que je viens de rappeler un peu rapidement. Alors, la loi de 1905 est une loi qui s'intitule Loi concernant la séparation des églises et de l'État. Et le mot laïcité, en effet, n'y est pas. Vous vous souvenez, au début de notre réflexion, je vous ai dit, il y a eu un petit pic dans les années 1900-1905. Lorsqu'on fait un peu de lexicométrie, on s'aperçoit qu'on utilise là le concept de laïcité dont on voit l'émergence de manière vraiment attestée en 1871. Et puis ensuite, vous aurez un très grand dictionnaire de théologie, de pédagogie, qui est le dictionnaire de Ferdinand Buisson, qui connaîtra plusieurs éditions et qui va ouvrir une rubrique qui s'intitule laïcité. Le mot, alors, entre dans le langage courant, baptisé par celui qui va gérer l'école primaire de 1880 pratiquement jusqu'en 1900, et puis ensuite ça deviendra un homme politique de premier rang. Homme politique de premier rang, puis aussi militant des droits de l'homme, militant de la libre pensée, également de premier rang. Il intronise le concept de laïcité, mais il faut bien le signaler, ce concept de laïcité ne fait guère recette. Et très souvent, les acteurs politiques de la Troisième République lui préfèrent le mot de sécularisation. Ce qui passe du côté du siècle, après avoir été du côté de religion. Le mot apparaît, il n'est pas encore reçu unanimement, et il faudra attendre des textes des syndicats enseignants, textes du Parti socialiste, du Parti communiste, dans les années 1930, pour qu'il soit véritablement intronisé après les premières salves républicaines des années 1880-1900, pour connaître finalement un baptême constitutionnel dans la Constitution d'octobre 1946, dont l'article 1er précise que la France est une république démocratique, mais aussi une république indivisible, laïque et sociale. Ce point étant désormais inscrit dans la Constitution de 1958. Cela dit, vous avez raison de dire le mot laïcité n'y figure pas. Tout simplement, on a des explications là-dessus. On a des textes de Jules Ferry qui essayent d'expliquer pourquoi il utilise le mot sécularisation plutôt que le mot laïcité. C'est parce que le mot laïcité sent la poudre, comme disait le professeur de droit Jean Rivero, sans la poudre. C'est un mot qui est déjà à l'époque, si vous voulez, après avoir été utilisé par les communards, apparaît comme un mot qui accentue la guerre des deux France, quand le langage des opportunistes, des progressistes, est au contraire d'essayer tout de même de les réconcilier à travers un vocabulaire susceptible d'être acceptable par tous. Est-ce que pour vous, je veux dire, il n'y aurait pas des aménagements nécessaires pour intégrer les différentes communautés à travers la laïcité? Je vous pose directement la troisième question parce que le temps avance et comme vous l'avez déjà traité de façon importante, je voulais vous parler de la commission Sauvé. Vous y avez participé, mais on pourra bien séparer les deux points. Vous avez participé à la commission Sauvé, vous avez dit ce qui intéresse l'Église aujourd'hui, enfin ce que j'ai lu dans ce texte, dans cette reprise, ce qui intéresse l'Église aujourd'hui ne peut manquer d'intéresser l'État. Effectivement, dans votre discours, vous avez présenté à chaque fois
les liens ou les oppositions qu'il pouvait y avoir entre l'Église et l'État. Et en tant que laïc, comment est-ce que vous analysez cette institution, ou dire autrement quel est le rapport de la laïcité avec la religion aujourd'hui et les liens qui existent entre un État laïque et le pouvoir religieux qui revient un peu sur le plan social? La première question est une question très, très difficile qui rejoint précisément ce que je vous disais tout à l'heure à propos de la comptabilité des vocables, comptabilité des formules dans l'espace public, avec l'affirmation, à partir des années 1990, 1995 surtout, l'affirmation du mot laïcité dans le débat public. Pourquoi le mot réapparaît-il? Alors il réapparaît alors même que nous vivions dans une sorte de laïcité d'évidence, où la laïcité n'était plus le motif de séparation entre les deux France, tout simplement parce que l'Église catholique avait rendu les armes. On va en reparler tout à l'heure. L'Église catholique avait rendu les armes. Je vous dirais en deux mots que l'Église, à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, estime que la laïcité est un régime tolérable, acceptable, ce qu'elle n'avait jamais accepté auparavant. Je vous dirai quelques mots là-dessus. Et puis, alors même qu'on croyait que le religieux était derrière nous, et que lorsqu'il bougeait encore, le religieux s'était rendu au grand thème, au grand principe de la République. C'est affirmé à partir des années 1990, des éléments dont on a ressenti qu'ils venaient briser le consensus social, moral, culturel de la société. L'islam était là. Alors, pas cet islam des foyers d'immigrés, cet islam des foyers d'immigrés qui organisait en interne les observances rituelles, les observances religieuses, non. Un islam qui s'est installé durablement à partir des années 1980 dans la société française et qui, à partir de la fin des années 1980, entend manifester une religion ostensible. Une religion ostensible qui est d'abord marquée sur le terrain vestimentaire, remettant en cause, en somme, cette fameuse théorie des apparences que j'évoquais tout à l'heure. Un islam qui, de plus en plus, à mesure qu'on avance dans l'histoire, se soumet, pas tout l'islam, mais une partie dont je vais tout à l'heure essayer de distinguer les traits, se soumet à des prescripteurs de religion intégrale. Ali Amir Mouedzi, que vous allez recevoir dans un mois, je crois maintenant, vous en parlera sûrement, un islam qui, aujourd'hui, insiste beaucoup dans la société française, au niveau des prescripteurs de foi, sur une foi intégrale dans laquelle le religieux doit recouvrir la totalité de la vie individuelle et collective. Alors, cela ne touche pas tous les musulmans. On arrive assez bien à mesurer combien de musulmans sont touchés et qui est touché. Mais cela apparaît, en tout cas dans le débat public, d'abord à travers les signes religieux, vestimentaires, et puis peu à peu, à mesure qu'on avance dans l'histoire, à travers une grille de perception du réel fondée sur l'opposition entre halal et haram. Cette idée que toute une partie des secteurs de la vie fait l'objet, pour une partie des musulmans, d'une description, d'une analyse, d'une évaluation en termes de pur et d'impur, avec une halalisation progressive de la vie. Cela vaut
bien sûr chez les plus intégralistes de nos compatriotes musulmans, mais cela vaut aussi du côté d'imams, du côté d'autorités, qui sont pourtant des autorités entretenant des rapports de très bonne aloi avec les préfets de leur propre département. Kamel Keptan, par exemple, qui est l'imam de Lyon, nous expliquait l'autre jour qu'il ne servait à table que de l'eau halal. Et vous voyez que vous avez là une extension du domaine du halal, si vous voulez, du domaine de la pureté par opposition à l'impureté, et qui vient visibiliser dans la société française des signes religieux que les compromis avec les autres religions depuis Napoléon Bonaparte, au fond, n'avaient pas permis d'être visibilisés à ce point. Alors, donc vous voyez que là, vous avez des éléments qui sont des éléments très, très marqueurs, très marquants, et qui vont se trouver non pas un prolongement, car je crois qu'il y a une discontinuité entre, d'un côté, l'ostensibilité d'une religion et puis de l'autre, la violence extrême que certains de ses membres, se réclamant en tout cas de cette religion, peuvent avoir, et puis d'autre part, un certain nombre d'attentats qui vont venir, comme vous le savez, bousculer considérablement la perception que les Français pouvaient avoir de leur propre rapport à la religion. Michel Haïm évoquait tout à l'heure 2015. Il y a un point qui ne trompe pas. Dans les courbes que j'évoquais tout à l'heure à propos de l'usage du mot laïcité, dès lors que vous avez un attentat, vous avez un pic dans le mois qui suit où l'usage de la laïcité connaît une courbe exponentielle. Comme si la laïcité, précisément, était la réplique que la société française avait trouvée pour faire face à une religion non seulement d'ostensibilité, mais une religion qui peut, chez certains de ceux qui s'en réclament, se manifester par une violence sacrée, par une violence extrême. Alors, ayant dit cela, le débat est très vite arrivé en France. Plus vite en France que dans d'autres pays qui ont pourtant connu les mêmes phénomènes. Et on retrouve la première question, celle de la singularité du modèle français. Pourquoi en France cette obsession de l'islam qu'on ne trouve pas, enfin qu'on commence à trouver partout ailleurs en Europe, mais qui, dans un premier temps, marque de manière beaucoup plus significative la France que les autres pays européens. Si vous comparez la France à l'Angleterre, par exemple, vous êtes, ou la France aux Pays-Bas, vraiment, ou la France à l'Espagne, ou la France à l'Italie des années 1990, vous avez là, pour ce qui concerne la France, une véritable obsession musulmane qu'on ne trouve pas ailleurs de la même manière. Alors, il y a des raisons à cela. La première raison, c'est que la France dispose d'un matériau intellectuel valorisant le culte de l'unité. C'est ce que nous expliquions tout à l'heure quand je parlais de laïcité narrative ou de laïcité discursive. Pour toute une partie de notre opinion publique, inscrite dans une culture qui remonte au XVIIIe siècle, une religion ostensible est une religion dangereuse. Et on a vu, à partir de la fin des années 1980, du début 1990, toute une série d'intellectuels, soutenus par des acteurs politiques, prendre la parole en estimant que cet islam-là, qui marquait son ostensibilité, sa visibilité dans l'espace public, était contraire au principe universel d'une république qui se définit d'abord pour eux par son caractère unitaire. L'un des premiers textes importants en la matière est co-signé par Elisabeth Badinter, Catherine Kinsler, Elisabeth de Fontenay, Alain Finkielkraut, Régis Debray. Il date de novembre 1989 et s'intitule « Profs, ne capitulons pas ». Et à l'intérieur de ce texte, on appelle à l'unité de la République,
contre ces voiles qui sont des voiles d'un autre temps, ces voiles portés par 3 jeunes filles musulmanes au collège de Creil et qui signent là, nous disent les auteurs du texte, le Munich de l'école républicaine. Le mouvement est lancé et l'on va retrouver là ce point tout à fait typique de la culture française, suivant lequel la religion est possible à partir du moment où elle reste cantonnée dans le fort privé, dans le fort interne des individus. Première remarque. Deuxième remarque, nous avons eu, nous, Français, vis-à-vis de l'islam, une histoire difficile. Une histoire difficile sur très longue période. Je n'ai pas le temps de le montrer ici, mais nous nous sommes constitués dans notre pays, pour beaucoup à partir d'une résistance vis-à-vis de l'islam. Et cela remonte à très loin dans l'histoire. Dès le Moyen-Âge, avec les moines de Cluny, il y a tout un discours visant à mettre en évidence la rupture fondamentale qui oppose le peuple chrétien et le peuple des morts ou des Sarrasins. Et donc c'est un imaginaire, là, qui va durer plusieurs siècles, et à partir duquel nous allons, pour beaucoup, construire notre identité. Une identité qui va se renforcer encore au moment de l'époque coloniale, avec cette idée que l'arabe musulman est celui qu'il faut civiliser et dont il faut se défier d'une culture tout à la fois archaïque, superstitieuse et dangereuse. Et puis, le dernier point, c'est la difficulté de la guerre, appelons-la comme cela, de décolonisation, où l'on s'est aperçu que la France, contrairement à d'autres pays, notamment à l'Angleterre, avait réglé cette question de la décolonisation dans des conditions souvent bien délicates pour ce qui concerne la France, sans que réellement cette façon de régler la guerre ait été totalement reçue par la population française. Voilà un deuxième élément qui intervient, puis il y a un troisième élément qui est tout à fait significatif, le fait que la France a été très touchée, sur fond d'ailleurs de crise sociale persistante, par des attentats. Et on ne mesure jamais assez la place de l'émotion, la place de la peur. On commence à le découvrir en sociologie. La place de l'émotion, la place de la peur, la place de la passion dans la construction des comportements collectifs. Et de ce point de vue, les attentats ont marqué le début non seulement d'un ethos de la peur dans la population, mais d'une politique de la peur portée par des gouvernants qui, tout à la fois, répondaient et accéléraient les résistances de l'opinion à une violence qu'il fallait absolument éradiquer. Alors comment, d'une certaine manière, essayer d'inclure ces populations qui semblent échapper à l'éthos national dans la société française, le problème de l'intégration. Alors sur cette question, il y a eu des essais, des tentatives très spécifiques, là, de la France. La plupart des pays étrangers ont été confrontés au problème des attentats, mais ils n'ont pas résolu la question des attentats de la même manière que nous. Ils ont, le plus souvent, développé une politique de sécurité policière. Nous avons joué sur la question du religieux. Alors, il y a des articles très intéressants comparant les politiques françaises et les politiques anglaises, par exemple. Les Anglais ne sont pas plus laxistes que nous vis-à-vis du terrorisme. Simplement, ils règlent les choses comme s'il s'agissait de questions relevant d'une stricte délinquance, d'une stricte criminalité, mettant en œuvre, du côté des Anglais, des politiques qui sont des politiques de surveillance, mais qui laissent relativement indemne le cadre de la liberté religieuse. Notre cadrage de la situation a été différent.
Nous avons estimé, quant à nous, que la désintégration sociale, que les attentats produits par cette désintégration sociale, c'est le discours de la continuité qui l'a emporté en France, supposait un contrôle plus étroit du religieux. Plus étroit du religieux, ce qui n'empêche pas qu'on ait par ailleurs une politique policière, politique de sécurité classique, mais avec cette spécificité française, et on retrouve en effet la question qui a été posée au début de notre conversation, avec cette spécificité française selon laquelle, si on veut retrouver la paix, il faut de nouveau, non point seulement protéger le religieux comme le disait Napoléon, mais le discipliner. Cette discipline, on l'a vue à l'œuvre à partir de plusieurs registres d'action. D'abord, on a essayé, depuis le début des années 1990, c'est Pierre Joxe, le socialiste, qui lance la politique en question, de créer des instances représentatives de l'islam. Et nous en sommes encore là aujourd'hui en cherchant la bonne formule, avec qui dialoguer pour créer du consensus, pour créer du compromis, et au bout du compte, pour créer de la paix. Fonction représentative de l'islam, pensée à partir du ministère de l'Intérieur, pensée à partir du Premier ministre, pensée parfois à partir de l'Élysée même, avec cette idée que, par exemple, au cours de la période récente, le Conseil français du culte musulman décidément ne suffisait pas pour discipliner l'islam et qu'il fallait passer par une autre équation qui serait celle portée par le Forum de l'Islam de France. Première façon pour l'État de penser son rapport au religieux et donc son rapport à l'intégration de ceux qui semblent échapper à l'éthos national. Il y a une deuxième politique, un deuxième registre d'intervention, c'est le registre éducatif. Registre éducatif qui vaut, certains d'entre nous sont peut-être fonctionnaires, ils ont tous reçu ou vont la recevoir une formation à la laïcité et aux valeurs de la République. Ça n'est pas un hasard que cette grande mobilisation, il s'agit d'intégrer à un essentiel national, à un corps de règles, mais aussi à un corps de principes axiologiques, les citoyens et ceux qui les servent, et en particulier les fonctionnaires. Et puis, il y a un troisième élément, qui est ce qui est advenu avec toute une série de lois depuis 2004, et qui vise à renforcer les surveillances sur l'expression publique du religieux. 2004, loi sur les signes religieux à l'école publique. Je vous ai dit tout à l'heure, les fonctionnaires sont astreints à une apparence de neutralité. On applique la règle désormais aux enfants, aux élèves. Extension du cadre de la laïcité, du cadre de la neutralité, aux usagers du service public, et non plus simplement aux serviteurs, aux fonctionnaires, aux agents du service public. Deuxième remarque, 2010. Nous sommes plusieurs ici, je pense, à estimer que la burqa n'est pas un signe de bonne loi, qu'elle n'est pas bienvenue chez nous, comme le disait le président Sarkozy. Il reste que c'est au nom d'un impératif civico-moral que cette burqa a été interdite. Parce que, nous disait le législateur, et nous a dit ensuite le Conseil constitutionnel, la dissimulation totale ou intégrale du visage porte atteinte aux exigences minimales de la vie en société. Mais qui définit les exigences minimales de la vie en société? Et là, vous avez, vous le voyez, une définition par le haut de ce que doit être notre civilité. J'ai employé le mot civilité. C'est un mot que je dois à M. Macron. Il y a eu une extension. Peut-être ferez-vous attention maintenant du concept de laïcité.
M. Macron, dans un discours de 2018 déjà, nous dit qu'il est important que chacun accepte les principes de la civilité. Mais ça n'est pas la laïcité, cela. La civilité, c'est entrer dans le jeu des interactions dans la société civile que je peux avoir avec d'autres. Et on voit l'État ici, qui nous laissait libres de nos interactions quotidiennes avec les autres, intervenir dans un domaine où il prend la main et où il vient essayer de configurer une civilité qui, hier encore, lui échappait. La civilité, c'était ce qui relevait au fond de la liberté de chacun. Et voici que l'État intervient pour configurer notre façon d'être civil. Rien à voir avec la laïcité qui gère simplement la relation que l'État peut avoir avec les cultes. Extension du concept de laïcité. Et puis, je voudrais terminer simplement par la loi de 2021, du 24 août 2021. Je n'aurai pas le temps de le préciser, mais c'est une loi qui, au nom du même impératif, les exigences minimales de la vie en société, pose des interdits que les républicains Gambetta et les autres de la Troisième République n'avaient pas posés, qui portent atteinte, me semble-t-il, mais peut-être au nom de bons principes. J'essaye de montrer là que la France réagit autrement que d'autres pays sur la question de la peur. D'autres pays gèrent la peur à partir d'une politique de sécurité policière. Nous la gérons, nous, à partir d'une politique de sécurité religieuse. Et on l'a vu avec cette loi du 24 mai 2021. Premièrement, la liberté des associations. Le texte qui est très lourd, c'est un texte qui fait plus de 90 pages, ce texte-là comporte de très nombreux articles consacrés à la gestion des associations cultuelles, mais aussi des associations ordinaires. Et il est précisé dans ce texte, mais parmi d'énormes développements qui remettent en cause le caractère libéral de la loi de 1905 au point de la transformer radicalement. Vous savez, on s'était posé la question, faut-il transformer la loi de 1905 ? Et un certain nombre d'auteurs avaient dit non, surtout, elle est sacrée, on n'y touche pas. Ce qui caractérise la loi du 24 mai 2021, c'est qu'elle a transformé notre régime des cultes. Pour ce qui concerne la liberté des associations en particulier, vous pourriez peut-être faire référence, certains d'entre nous sont ici même responsables d'associations, ils ont désormais assigné un contrat qu'on appelle un contrat non pas d'intégration républicaine, un contrat d'intégration républicaine qui amène le directeur, le président de l'association à accéder à un certain nombre de principes, à un certain nombre de valeurs dont il est fait obligation de les respecter. Alors, en principe, ça n'engage pas. Sauf qu'ici, nous sommes, n'est-ce pas, dans le Val-de-Marne. C'est cela. On est dans le Val-de-Marne. Et alors, le Val-de-Marne a un conseil départemental qui vient, au nom de cette loi du 24 août 2021, de supprimer les subventions accordées à la Ligue des droits de l'homme au motif que la Ligue des droits de l'homme, tout en ayant signé le contrat d'intégration républicaine, avait refusé d'ajouter à ce contrat la signature à une charte que le conseil départemental lui proposait, une charte bien plus restrictive encore pour ce qui concerne sa propre liberté. Vous voyez que vous avez là, à travers cette expression, un contrôle des associations dont la loi de 1901, la loi de la Troisième République, a fait le principe même de bonne organisation d'une démocratie. Deuxième remarque, la liberté d'enseignement. Alors on peut être pour ou contre, encore une fois j'essaye là de
de vous dire comment les choses sont réglées en France à partir d'un contrôle du religieux, mais qui a sa raison. Vous voyez que notre laïcité narrative, c'est une laïcité de méfiance vis-à-vis du religieux. Pendant très longtemps, ça ne s'est pas appliqué. Le courant libéral l'a emporté. Mais la France étant aujourd'hui travaillée par la peur que nous avons décrite, est une France qui, précisément, retrouve ce matériel intellectuel lui permettant de régler les choses à partir d'une exigence d'unité morale, d'unité politique, d'unité axiologique qu'on ne trouvait pas dans l'époque antérieure. Exemple, vous voulez élever vos enfants chez vous. Que disait Jules Ferry? Loi de 1882, il existe 3 façons d'organiser l'instruction publique. L'école publique, l'école privée, l'instruction à domicile. Il suffira aux pères de famille, on parlait de la sorte en 1880, d'aller déclarer à la mairie le système qu'il choisit. Système typique de la Troisième République, de la déclaration préalable. Je déclare, mais je ne suis pas autorisé par l'État. C'est ensuite, si on s'aperçoit que je porte atteinte à l'ordre public, que l'État intervient. La loi du 24 mai 2021 modifie ce système de la déclaration préalable et le soumet à un système de l'autorisation préalable. Si je veux éduquer mes propres enfants à la maison, alors, moi je comprends qu'on puisse vouloir le faire, hein, parfois il y a des dérives, mais il me semble en effet qu'il y a un changement de régime juridique. Désormais, il faut une autorisation qui nous est accordée par le recteur d'académie. Autorisation, alors qu'un régime libéral fonctionne toujours sur le fondement d'une simple déclaration. Il est normal que l'État sache qui fait quoi, mais sans, a priori, l'autoriser à le faire. Vous savez qu'il y a eu une fameuse jurisprudence du Conseil constitutionnel sur ces questions. Le ministre de l'Intérieur, en 1970, c'est l'après mai 68, décide de soumettre la constitution des associations, puisque nous sommes ici en territoire associatif, à une autorisation préalable des préfets. Le Conseil constitutionnel est intervenu en disant « pas du tout, c'est un principe fondamental reconnu par les lois de la République que cette liberté d'association, c'est le régime d'autorisation, c'est le régime de déclaration. Vous ne pouvez pas, vous, Raymond Marcellin, par une loi, transformer ce régime de déclaration en régime d'autorisation. » Eh bien, c'est ce qui s'est passé à propos de la liberté d'instruction publique. Il faudrait que je termine par la liberté des collectivités locales, mais sur ce point, je ne vais rien vous dire car le temps passe. Ma question est la suivante. Je suis sensible à cette question parce qu'au sein des éclaireuses éclaireurs de France, qui sont le mouvement laïque du scoutisme français, nous réfléchissons à la manière de parler de la laïcité aux jeunes. Et donc, il y a eu pas mal d'articles récemment sur le fait que les jeunes d'aujourd'hui ont tendance, sinon à rejeter la laïcité, mais au moins à ne pas la considérer comme importante. Et quand on entend la déclaration d'une femme politique qui n'est pas une nuance près, qui a presque dit que la laïcité c'était une forme de l'islamophobie, est-ce que justement le fait que les jeunes d'aujourd'hui ont une vision de la laïcité qui n'est pas du tout celle des générations précédentes, est-ce que ce n'est pas justement parce qu'on a l'impression que la laïcité devient, pour reprendre ce que vous disiez, une question de déclaration et d'imposition, alors que jusqu'à présent, elle était une notion de liberté? Oui, bonsoir. Qu'est-ce que vous pensez du dispositif référé laïcité qui est établi par la justice administrative et le Conseil d'État? Merci pour la conférence. Est-ce qu'un signe tout à fait discret reste toujours
possible. Vous avez cité une référence catholique en parlant d'un évêque. Je crois que j'ai entendu récemment qu'en France, quand il y a eu un sondage auprès des jeunes, il y a à peu près 30% des jeunes qui disaient que la loi de l'islam était supérieure à celle de la République, quoi. Je veux dire, c'est un peu, on a le même, la charia, voilà. Bah écoutez, merci beaucoup pour ces très belles questions. Je ne suis pas sûr que j'ai la réponse à toutes les questions, d'autant qu'il y a des questions de fait, mais il y a des questions qui sont des questions de valeur. Et je crois que c'est à chacun, au fond, de se positionner en fonction de sa propre conception de la vie démocratique. Alors, je vais tout de même essayer de répondre aux questions qui m'ont été posées. Alors, on peut commencer, si vous voulez, par la question relative aux jeunes d'aujourd'hui. Vous vous souvenez que Jean-Michel Blanquer estimait qu'il y avait des vêtements républicains. Et récemment, il y a eu 2 propositions de loi qui sont venues sur le bureau de l'Assemblée nationale, voulant imposer l'uniforme, une proposition venue du groupe Rassemblement national, et une proposition venue récemment, très récemment, du groupe Renaissance macronien, ce qui était très, très étonnant. Alors, nous sommes confrontés là à une laïcité, en effet, active, qui se présente d'une part au nom du principe d'égalité, mais aussi, c'est très significatif de l'époque actuelle, au nom du principe d'unité. Essayer dans une société qui part dans plusieurs directions aujourd'hui et qui donc parfois donne l'impression d'une anomie généralisée, de recréer par le haut, par des décrets étatiques, l'homogénéité qui lui manque. Alors, lorsque j'ai pris connaissance de ces propositions, je me suis dit que, du point de vue strictement sociologique, des textes comme ceux-là se heurteraient nécessairement, mais alors à tous les coups, à la résistance des jeunes. Et tout cela pour une raison toute simple, si vous voulez, que je voudrais évoquer en 2 temps. Il y a une rupture générationnelle dans nos sociétés, que nous ne sentons pas nécessairement, nous, mais que l'on voit très vite à l'œuvre dès lors qu'on compulse les enquêtes sur la jeunesse. Et je vais moi-même, en décembre prochain, organiser un colloque sur cette rupture générationnelle concernant, si vous pouvez venir, ce sera parfait, concernant précisément cette différence de perception de la laïcité entre les jeunes générations et puis les plus anciennes. Les plus anciennes générations n'ont pas du tout de problème avec les lois visant à restreindre le champ des libertés venues de la Troisième République. Ils considèrent que dans une société comme la nôtre, il est nécessaire de rétablir de la discipline, de rétablir de l'ordre et surtout de rétablir de l'unité. Parce que ce qui apparaît pour les générations les plus anciennes, à partir de 60 ans, c'est cette idée que nos sociétés souffrent en effet d'un émiettement, d'un éclatement, très préjudiciable à notre façon commune d'habiter le monde. Ça n'est pas du tout ce que ressentent les jeunes entre 15 et 24 ans. Et ce qui les caractérise, au contraire, c'est le fait que la société, la laïcité, pour eux, ça n'est pas du tout un instrument qui permet de créer de l'unité, ce n'est pas du tout un instrument qui permet de créer du vivre ensemble, c'est un instrument qui, de manière de plus en plus nette à mesure qu'on avance dans l'histoire, limite les libertés de
se comporter, de parler, de se vêtir. Inutile de vous dire que dans ces conditions, les propositions de M. Blanquer, de Marine Le Pen ou de ses amis, et même du groupe Renaissance, seraient vouées à l'échec, d'autant plus, c'est un deuxième point, que s'il y a cette opposition à une laïcité de la restriction, c'est parce que les populations les plus jeunes, vous me démentirez, sont des populations qui sont marquées par une individualisation, par un souci de l'individualisation qui n'est pas du tout celui des populations les plus âgées. Les populations les plus âgées accordent beaucoup d'importance à l'idée de corps, à l'idée de communauté, à l'idée de nation. Pour les populations les plus jeunes, la nation existe, mais la nation existe d'abord comme collection d'individualités libres, autonomes. Tant que je ne porte pas atteinte à la liberté d'autrui, on doit me laisser vivre comme je le veux. Et ce sont, vous voyez, des modèles de société qui rendent particulièrement inquiets ceux qui défendent en France une laïcité de l'unité, une laïcité de la sécurité, une laïcité de l'homogène, une laïcité de la surveillance. Alors, il y a une sorte de paradoxe, parce qu'ils estiment créer, ceux qui défendent ce type de modèle, une plus grande homogénéité dans la société française, mais en voulant créer une homogénéité plus grande, suscite la résistance d'une très grande partie de la jeunesse qui ne se retrouve pas dans ce modèle uniformisateur. Donc ça, c'est une première façon pour moi de répondre à votre question et qui s'appuie en effet sur des comparaisons de séries statistiques entre les plus anciens et les plus jeunes. Première remarque. Deuxième remarque, elle porte sur une question qui est une question de droit. Je vais traiter, si vous voulez, maintenant les questions de droit. Est-ce que l'on peut porter des signes religieux librement dans la société française? Et puis, il y avait aussi une question sur le référé laïcité dont je vais vous dire un ou deux mots. De manière très simple, pour essayer de faire comprendre à ceux qui ne seraient pas nécessairement coutumiers de cette notion juridique de quoi il en retourne. Alors, est-ce qu'on a le droit de porter des signes religieux ostensibles, ostentatoires, discrets? La réponse est oui, globalement. Avec des distinctions qu'il faut immédiatement apporter. La première distinction, c'est celle que nous avons opérée tout à l'heure, au début de la soirée, à propos du service public. Dans le service public, les fonctionnaires, les agents du service public sont tenus à la plus extrême, dans l'exercice de leurs fonctions, à la plus extrême neutralité. C'est la théorie des apparences. Deuxième remarque, il se trouve qu'avec le temps, au cours de la période récente, on a appliqué cette règle de la neutralisation de l'espace public, c'est-à-dire le fait de se présenter au regard des autres dans l'espace commun, qui comporte à la fois l'espace social et l'espace étatique, de manière de plus en plus restrictive, de manière de plus en plus stricte. Première remarque, les usagers du service public de l'éducation. Le Conseil d'État, en 1989, avait, à l'issue de l'affaire de Creil, vous savez, c'est 3 jeunes filles qui portaient un voile islamique, rendu un avis à la demande de Lionel Jospin. Et dans cet avis, il était dit que des jeunes filles qui portent le voile à l'école ne remettent nullement en cause le principe de laïcité et doivent donc, si elles ne portent pas atteinte à l'ordre public, si elles ne remettent pas en cause le bon fonctionnement de l'établissement et la liberté des autres élèves, être autorisées à porter le voile sans subir de sanctions. Nous sommes là dans les années, fin des années 1980, et toute une jurisprudence du Conseil d'État va aller dans le même sens. Dans les années 1990, il faut respecter les choix des élèves, en particulier le choix de manifester leurs opinions religieuses par des signes dans les établissements à partir du moment où sont respectées les conditions que je disais à l'instant. Il se trouve que
un débat va naître tout au long des 15 années suivantes. Et on va voir en 2004 la loi du 15 mars, après ce débat, être adoptée. Un certain nombre de commissions ont été organisées, qui ont toutes conclu dans le même sens. Commission Barouin, commission Jean-Louis Debré, commission Stasi en particulier, qui demandent au pouvoir politique, président Chirac, de faire voter la loi qui deviendra la loi du 15 mars 2004, proscrivant les signes, le port des signes ostensibles religieux à l'école publique. Première extension du principe de neutralité. Deuxième extension, celui qu'on évoquait tout à l'heure, à propos de ces femmes qui portent un voile intégral dans la rue, dans les commerces, dans les salles de spectacle. Alors vous voyez qu'il y a même des espaces privés, là, relevant de la propriété privée, un commerce par exemple, ou une salle de spectacle, qui se trouve astreint à un impératif de neutralité pour leurs simples usagers. C'est le cas aussi pour la voie publique, puisque le port d'un signe totalement couvrant est susceptible de donner lieu à contravention. Et une amende, à l'époque, c'était de 150 €. Bien. Extension de la sphère de la neutralité à d'autres catégories de la population que les seules catégories relevant des serviteurs, des civil servants, des agents du service public. Troisième remarque, loi dite El Khomri de 2016. Nous sommes en août 2016. Madame El Khomri, avec l'appui de Manuel Valls, fait voter une loi dans laquelle il est précisé que désormais, les chefs d'entreprise pourront faire adopter des règlements intérieurs interdisant toute manifestation d'appartenance religieuse à l'intérieur de leur propre établissement. Alors, vous allez me dire, mais c'est normal, quand on est chef d'entreprise, tout de même, on n'est pas obligé de supporter le port du voile, un curé en soutane qui, prêtre ouvrier, viendrait dans le cadre de son établissement travailler. Bien, on pourrait se dire cela. Sauf que moi, je ne porte pas de jugement de valeur sur cette question. J'essaye de voir une évolution du droit. Il se trouve que dans les périodes antérieures, les espaces d'entreprise, lorsqu'ils n'ont pas de mission de service public, ces espaces d'entreprise sont gérés d'abord par la règle de la liberté. La liberté est le principe, et en particulier tant que ça ne remet pas en cause le bon fonctionnement de l'entreprise, chacun a la possibilité, à l'intérieur de l'entreprise, quand il respecte la chaîne hiérarchique, d'afficher publiquement son appartenance religieuse. C'est un espace privé qui n'a pas à être géré comme un espace étatique. C'est ce que disait le droit, et en particulier le droit des affaires, le droit social aussi, depuis toujours dans la société française. À partir de la loi El Khomri, la chose se transforme. On autorise les chefs d'entreprise à prendre des règlements qui viennent limiter la liberté d'afficher son appartenance religieuse. Alors, on peut être pour. La question n'est pas là. Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'on a affaire à un changement du régime de droit. Et avec, dernier point, la loi du 24 août 2021 qui confirme la chose en rappelant, et là, ça n'est pas une possibilité offerte aux chefs d'entreprise, c'est une obligation qui est faite aux agents qui y travaillent, en rappelant que dans les entreprises privées exerçant une mission de service public, il est interdit d'afficher une quelconque appartenance religieuse. Et vous voyez que je viens de décrire en l'espace de 4 lois une extension de la règle de neutralité à des catégories de population qui auparavant étaient en dehors de l'espace d'application de cette règle-là. Alors on peut estimer, surtout quand on a mon âge, que c'est quelque chose de tout à fait normal pour recréer de l'unité, mais on peut se dire aussi qu'on est bien confronté ici à un changement juridique par rapport à ce que nous ont laissé les ancêtres de la Troisième République. Je termine en vous disant
que le référé laïcité est précisément une très belle invention aussi de cette loi du 24 août 2021. C'est une invention, le référé laïcité n'existait pas auparavant. Il permet à un préfet qui estime que dans une municipalité, on ne respecte pas les règles relatives à la laïcité, d'intervenir immédiatement par un référé auprès du juge administratif pour demander, dans les meilleurs délais, et le délai est très court, une suspension, éventuellement une interdiction de la mesure portant atteinte au droit de la laïcité. Alors, cela a été appliqué, vous vous en souvenez, contre la mairie de Grenoble, qui avait, dans le cadre d'un règlement assez abscon, permis en fait à certaines femmes de venir en burkini dans la piscine ou dans les piscines de la ville de Grenoble. Le préfet est immédiatement intervenu et a saisi le juge administratif au motif qu'il y avait là une atteinte au principe de laïcité. Alors, vous voyez, je me suis trompé, moi, sur cette affaire. Alors, vous voyez que le référé laïcité est extrêmement significatif aussi du mouvement de droit que j'essaye de vous décrire, parce qu'on voit que ça donne à l'autorité centrale, là, une possibilité d'intervenir sur les collectivités locales pour les contraindre, si elles ne respectent pas la règle, à remettre en cause leur propre liberté de décision en traduisant ces décisions qui ne correspondraient pas au principe de laïcité devant le juge administratif dans les meilleurs délais. Moi, je m'étais trompé en la matière. Je pensais que la ville de Grenoble l'emporterait devant le juge administratif. Le juge administratif donne tort au maire sur le fondement de ce référé laïcité, et je persiste. Je dis une nouvelle fois, mais vous savez, ça c'est la décision d'un juge local, relevant d'un tribunal administratif local ou localisé à Grenoble. Je suis sûr que le Conseil d'État va donner raison au maire. Et non, le Conseil d'État a donné tort au maire. On peut interpréter cette chose de la manière suivante, que je vois, moi, dans les textes du Conseil d'État. Il y a eu un premier moment, je parlais tout à l'heure des années 90, où le Conseil d'État est très libéral. Très libéral. Et lui-même, marqué par le mouvement de notre société, qui est une société en souffrance, qui réclame de l'unité, qui réclame de l'homogénéité, c'est pas un hasard si ces lois ont été votées par des majorités aussi conséquentes. Et même le Conseil d'État, d'une certaine manière, accompagne le mouvement en réduisant ce que, jusqu'à présent, il considérait comme des libertés irréfragables, inaliénables. Il y a donc là une évolution qui nous incite à réfléchir aussi, quand on fait la laïcité, on pense à la société dans son ensemble, qui nous amène à réfléchir aux lignes de développement de notre société, qui est une société en effet qui recherche aujourd'hui, contre l'anomie qui la menace, de plus en plus d'homogénéité, au risque, je crois l'avoir montré, de remettre en cause un certain nombre de principes libéraux qui, jusqu'à présent, fondaient notre régime de laïcité. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour cette belle conclusion.